Bonjour à tous. Donc, comme vous avez pu le comprendre, je vais vous passer un film. Alors pourquoi un film? J'avais prévu, en fait, comme on prévoit ces choses-là assez à l'avance, je ne savais pas si ce serait en présentiel, si ce serait diffusé, etc. Donc j'ai réalisé une vidéo. Donc c'est ma voix que vous entendez. Je ne savais pas si le film allait fonctionner ici non plus, donc j'avais prévu peut-être de vous lire le texte qui va avec le film. Alors, c'est un film, c'est-à-dire c'est une espèce de diaporama animé voilà, qui va vous dire ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vais lancer ce diaporama. Je vais essayer de le remettre à zéro. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jean-Sébastien Cluzel, je suis architecte, archéologue et maître de conférences à Sorbonne Université, où j'enseigne l'histoire de l'architecture japonaise. Avant de débuter cette présentation et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais, si vous le permettez, replacer dans son contexte le thème dont je vais vous parler dans la prochaine heure, c'est-à-dire la restauration de l'architecture japonaise et japonisante en France. Tout d'abord, je tiens à souligner que cette conférence est en quelque sorte le résultat d'un travail de longue haleine qui a débuté il y a un peu plus de 15 ans sur le patrimoine architectural japonais et japonisant situé en France. En 2018, j'ai publié aux éditions Phaton les résultats de ces travaux dans un ouvrage intitulé « Le japonisme architectural en France, 1550-1930 ». Et ce livre vient de recevoir le 41e Award d'une société savante japonaise, The Society for the Study of Japonism. Avant de poursuivre, j'aimerais également souligner que si j'ai dirigé ce livre et compte parmi ses auteurs, sa qualité scientifique et son large panorama n'auraient pu être atteints sans la contribution d'une trentaine d'autres co-auteurs, historiens et archéologues, français mais aussi japonais. En ce sens, je crois que cet ouvrage complète l'album ou le panorama des recherches collaboratives entre les chercheurs japonais et français qui, depuis de nombreuses années, sont de plus en plus fécondes. Alors aujourd'hui, puisque le Festival d'Histoire de l'Art met à l'honneur le Japon, j'en profite pour exprimer ma sincère gratitude à tous mes collaborateurs, particulièrement à mes collaborateurs japonais, pour leur aide et l'intérêt qu'ils ont porté à ces recherches, mais aussi pour avoir supporté mes exigences incessantes et parfois, j'imagine, trop pointilleuses. Je me permettrai de dire également quelques mots donc, sur ce livre. Ce livre est, me semble-t-il, la première grande étude sur l'importance du japonisme dans l'histoire de l'architecture. Jusqu'aujourd'hui, ce sujet n'a été abordé que pour des périodes assez tardives, en relation avec l'art nouveau et ou avec l'architecture moderne, presque jamais pour les périodes précédentes. Cet ouvrage pose une question simple. Le japonisme a-t-il quelque chose à voir avec l'architecture ? Ainsi, dans cet ouvrage, les auteurs dévoilent-ils la genèse du goût pour l'architecture japonaise en Occident ? Et ce goût est né bien avant ce que les critiques d'art du XIXe siècle ont appelé japonisme. Et ce goût se perçoit sur une multitude d'objets supports, paravents, porcelaine, laque, gravure, photographie, décors intérieurs ou pavillons de jardin. Cet ouvrage présente également, et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, des études historiques et archéologiques hors normes, conduites sur les plus célèbres édifices qui ont marqué l'apogée du japonisme. Les pavillons des expositions universelles de Paris entre 1867 et 1900, la première maison japonaise installée en France, construite en 1886, Midori no Sato, la salle des fêtes de la rue de Babylone à Paris, construite en 1896, connue sous le nom de Cinéma La Pagode, les fabriques du jardin japonais d'Albert Kahn, qui ont été construites en 1897, et enfin la salle des cigognes, un décor récupéré par Émile Guimet en 1911 à Londres.
Toutes ces enquêtes, on va le voir, présentent les mécanismes d'un métissage nippo-français dont la production artistique et architecturale, ce qui est finalement essentiel pour comprendre les espaces japonais tant appréciés par les Occidentaux. Au fil des pages de ce livre se dégage donc une expression majestueuse du japonisme, l'architecture. Pardonnez-moi ce petit aparté, je reviendrai maintenant au thème de cette séance. Je vous l'ai dit, depuis 15 ans environ, je développe différents programmes de restauration autour de bâtiments japonais et ou japonisants. Ma présentation va essentiellement s'intéresser à la contribution de l'archéologie dans notre compréhension du japonisme. Pour ce faire, je présenterai 4 exemples de programmes de restauration architecturale en cours ou achevés. Mon propos ici n'est pas de présenter l'histoire de ces bâtiments, mais de montrer le type d'informations que nous obtenons grâce aux études archéologiques menées en lien avec les programmes de restauration. Pour cette raison, ma présentation se concentrera sur les détails architecturaux de ces édifices. Mon premier exemple est le pavillon de Midori no Sato. Ce pavillon a été construit en 1886 par Hugues Kraft dans la ville de Jouy-en-Josas, près de Versailles. À cette époque, le pavillon était situé au sommet d'une petite colline dont le paysage avait été aménagé dans un style japonais. Ce pavillon a disparu dans un incendie et le parc de Midori a été vendu et scindé en deux. On sait, à partir de diverses sources écrites, archives, carnets de voyage, articles, qu'Hugues Kraft avait rapporté du Japon les matériaux pour construire ce pavillon. Mais bien mieux, il était rentré en France accompagné d'artisans japonais, notamment un charpentier nommé Genbei Ito et un jardinier dont on ne connaît malheureusement pas le nom. Le pavillon de Midori était un lieu de rencontre privilégié pour les japonophiles de l'époque et leurs amis japonais. Parmi les personnes qui ont visité Midori à plusieurs reprises, on retrouve Louis Gonze, Siegfried Bing, Félix Régamey ou encore le jeune Marcel Proust qui fut invité à une réception donnée par Robert de Montesquieu. Mais parmi les visiteurs, on retrouve aussi le marchand japonais Hayashi Tadamasa et le peintre Kuroda Seiki. Et globalement, les sources écrites montrent qu'à Midori, les Français se sentaient au Japon, mais les Japonais semblent avoir partagé ce sentiment. Les frères d'Hayashi Tadamasa, le marchand qui est à l'origine de plusieurs grandes collections françaises d'art japonais, eh bien, ces frères ont écrit dans le livre d'or de Midori, je cite, « Cette maison nous fait croire que nous sommes dans notre patrie. » Malgré ces différents témoignages écrits et les nombreuses photographies montrant le pavillon, une question reste en suspens. Cette maison était-elle un authentique pavillon japonais ou était-ce une construction à la japonaise, c'est-à-dire japonaise mais agencée selon le goût français? Pour beaucoup d'entre nous, certains décors architecturaux visibles sur les vieilles photographies sont assez surprenants, et cela même pour un œil habitué à l'architecture japonaise. Récemment, Madame Omoto Keiko a découvert dans les archives de la bibliothèque du musée Guimet un plan du pavillon de Midori no Sato dessiné par Félix Régamey. Suite à cette découverte, Madame Omoto m'a demandé d'entreprendre des recherches sur ce pavillon, ce que j'ai fait avec mes collègues, le professeur Nishida Masatsugu et le professeur Yagasaki Zentaro, avec lesquels je travaille habituellement. Notre enquête a débuté par le déblaiement des pierres de fondation de Midori. Cela signifie que si le pavillon n'existe plus, ses fondations étaient toujours là. Un relevé laser 3D nous a alors permis de mesurer avec précision l'écart entre les pierres de fondation. Dans un deuxième temps, nous avons donc déduit les dimensions de la maison,
mais aussi l'unité de mesure, c'est-à-dire le module qui a servi à construire ce pavillon. Ce module est de 91 cm pour 3 pieds. Par conséquent, une baie mesure 6 pieds. Ce système de mesure est celui qui est habituellement utilisé par les charpentiers de la région de Kanto, qui s'étend autour de Tokyo. Une petite chose qu'il faut savoir, qu'il faut garder à l'esprit, dans le Japon du XIXe siècle, il existe 2 systèmes de mesure. Un dans la région de Kyoto et un autre pour la région du Kanto. Une lecture croisée avec le plan réalisé par Regame et les photographies nous ont permis de restituer au centimètre près tous les plans du pavillon de Midori, celui du rez-de-chaussée, de l'aménagement intérieur, mais aussi celui de la toiture. Et la concordance entre toutes ces mesures est bien sûr une preuve que l'ensemble du bâtiment a été conçu et assemblé par des charpentiers japonais. Le pavillon de Midori se compose de 2 salles principales recouvertes de tatamis. 8 tatamis pour l'une, 6 pour l'autre, et plusieurs pièces de service situées à l'arrière de la maison. Une salle de bain, une cuisine, une chambre pour les domestiques et un vestibule. Ces pièces de service sont séparées des pièces principales par un couloir traversant du nord au sud. Celui-ci a sa propre toiture, comme la plupart des autres pièces de service. Cette composition fait ressortir le génie du charpentier qui, par la multiplication de petits toits indépendants, parvient à atténuer la sensation d'une construction imposante et de grande taille. Esthétiquement, avec les volets coulissants, l'engawa, c'est-à-dire la coursive extérieure, mais aussi en termes de composition spatiale, cette maison possède de nombreux éléments fidèles à l'architecture japonaise. La salle de 8 tatamis dispose de 2 alcôves ornementales appelées tokonoma et tokowaki, ce dernier étant équipé d'étagères. La salle de 6 tatamis dispose de ce qu'on appelle un shuin, c'est-à-dire d'une écritoire et d'une petite armoire. Cette tablette qui sert d'écritoire est placée légèrement plus haut qu'elle ne le devrait, et ces 2 pièces, ces 2 pièces de 8 et 6 tatamis communiquent entre elles à travers 4 portes coulissantes en papier dont les motifs floraux sont très appuyés et s'apparentent au style Yamato-e. Au-dessus du rail supérieur de ces portes prennent place de simples barreaux ajourés et ornés. De même, les décorations des impostes ajourés, en particulier le fin motif hexagonal, sont typiques de l'artisanat japonais. À travers ces quelques observations, nous pouvons dire qu'à bien des égards, forme, structure, disposition, ce pavillon est similaire à ceux que l'on trouve au Japon à la même époque. Mais plus que cela, on peut dire que le pavillon de Midori présente une forme dite Sukiya-zukuri, c'est-à-dire une forme inspirée par la cérémonie du thé. Toutefois, un détail est étrange, et celui-ci est d'importance. La disposition des barres diagonales sur les portes coulissantes translucides est extrêmement rare au Japon. Qu'est-ce que cela signifie et comment pouvons-nous interpréter ce détail? La culture Sensha, c'est-à-dire le thé infusé, s'est épanouie entre la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Puis celle-ci s'éclipsa au profit de la culture matcha, c'est-à-dire la culture du thé en poudre, dont l'esthétique était principalement soutenue par des hommes de lettres qui préféraient les choses exotiques venant de Chine. Des recherches récentes ont montré que les décors des pièces utilisées pour la cérémonie Sensha pouvaient avoir des barres diagonales sur les shoji, c'est-à-dire sur les portes coulissantes translucides. Au Japon, les pièces de thé Sensha ont presque toutes disparu au profit de celles aménagées pour les cérémonies du thé matcha. Ainsi,
le décor du pavillon de Midori no Sato doit être regardé comme un exemple très précieux, représentatif de ce qu'était l'architecture Sensha. Je vais passer maintenant à mon deuxième exemple, le jardin d'Albert Kahn et ses deux pavillons japonais. Une des grandes différences avec Midori est qu'il n'existe pas d'archives papier pour les pavillons de Kahn, seulement des photographies. Autre différence importante, les pavillons d'Albert Kahn existent toujours. Une étude archéologique sur les bâtiments était donc la seule solution pour connaître l'origine de ces édifices. Par chance, le processus de restauration choisi fut le démantèlement total. C'est donc avant et pendant cette campagne de restauration, conduite entre 2014 et 2016, que furent menées les études archéologiques. Voici en quelques points un résumé de nos différentes découvertes. Pour les mesures, le module des mesures utilisées est, comme pour le pavillon de Midori no Sato, celui que l'on utilisait dans la région du Kanto. Les inscriptions. Des inscriptions à l'encre, AK et havre, ont été découvertes sur différentes poutres dans chaque pavillon. Cela donne deux indications. Les pavillons ont été commandés par Albert Kahn et livrés dans le port du Havre. Des numéros qui se suivent ont été découverts sur les poutres des deux pavillons. Cela permet de déduire que ces deux pavillons ont voyagé ensemble. Les kanji, c'est-à-dire les caractères d'écriture japonais, sur les potelets de la charpente, montrent qu'ils ont été conçus et installés par des charpentiers japonais. Maintenant, l'identification des bois. Tous les bois sont d'essence japonaise. On trouve du matsu, de l'inoki, du akasugi, du tsuga, du kuri, etc. Les analyses de dendrométrie montrent que certains bois avaient plus de 300 ans lorsqu'ils ont été coupés, ce qui est une preuve de la valeur du bois et de la qualité de la construction, et les analyses montrent que certains arbres, dont proviennent les pièces de bois, ont grandi dans la même montagne, et ces arbres ou ces pièces de bois ont été utilisées dans les deux pavillons. 3 scieries et leur logo ont été partiellement identifiés. L'une de ces scieries était établie dans la préfecture de Gifu. Maintenant, les assemblages. Chaque assemblage, tenon et mortaise, montre que la maison a été conçue dans la forme que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a pas de pièces de bois réutilisées ou déplacées. Ainsi, ces pavillons n'ont pas été démontés au Japon, prélevés sur une construction préexistante pour être remontés en France. Ils ont été conçus pour la France et pour Albert Kahn. Tous les clous que nous avons retrouvés sont japonais, même ceux qui ont été utilisés pour le plancher de l'Engawa, c'est-à-dire la coursive, que nous avons d'abord pris pour un travail français, ce parquet étant assemblé à mi-bois. Les études de tracéologie nous ont conduit à supposer que 2 personnes ont travaillé sur ces bâtiments, un charpentier expérimenté et un apprenti. Plus tard, nous avons eu une agréable surprise quand Hirooka Yuji a partagé avec nous sa découverte dans les archives maritimes du Japon. Le bateau d'Albert Kahn eut comme passager un charpentier japonais nommé Suzuki Yoshizo et un jardinier nommé Suzuki Totaro, qui demeurèrent au moins jusqu'en 1901 à Boulogne, près de la maison d'Albert Kahn. Maintenant sur la disposition générale. Le pavillon de Midori et les 2 pavillons japonais du jardin d'Albert Kahn sont très similaires en termes de qualité, d'esthétique, de style, de détail, et ce, jusque dans leur structure. Ainsi, si nous supprimons les dépendances du pavillon de Midori no Sato, l'entrée, la chambre des domestiques, la cuisine, la salle de bain, nous obtenons une maison parfaitement similaire au pavillon ouest du jardin d'Albert Kahn. Et comme pour Midori, il est possible de dire que les 2 pavillons d'Albert Kahn appartiennent à la forme Sukiya-zukuri, c'est-à-dire
une forme inspirée par la cérémonie du thé. Et là encore, comme pour Midori, la plupart des détails étranges peuvent être identifiés tels des réminiscences de la culture Sensha, c'est-à-dire de la culture du thé infusé. Dernier élément, la couleur. La couleur des murs est une chose surprenante. L'analyse des pigments trouvés sur les murs a montré que l'extérieur, comme l'intérieur, était, dès l'origine, bleu. Et il est légitime de se demander, du même bleu que la grande vague de Kanagawa réalisée par Hokusai ? Mais en France, à cette époque, ce bleu était plus communément appelé bleu guimet. La famille Guimet a fait une partie de sa fortune en produisant un pigment de synthèse bleu qui a remplacé le bleu outre-mer obtenu à partir du broyage du lapis lazuli. Longtemps, nous avons essayé d'interpréter la présence de cette couleur, somme toute assez étrange. Était-ce quelque chose en lien avec les décors de pavillons de thé, comme celui que l'on peut trouver dans certains pavillons de la Villa Katsura ? Était-ce une autre région ? Finalement, il semble que ce soit un toc de collectionneur. D'autres bâtiments du jardin, la laiterie du jardin anglais notamment, étaient peintes en bleu. Je vais arrêter cette énumération qui peut être très longue. Pour conclure, sur ces deux premiers exemples, je dirais que Kraft, comme Albert Kahn, sont revenus de leur voyage au Japon avec une même envie. Tous deux ont voulu rapporter de leur voyage au long cours l'espace dans lequel ils avaient ressenti la substance de cette manière si particulière dont les Japonais accueillent leurs hôtes et qui très souvent prend forme dans la cérémonie du thé. Et parce qu'ils avaient tous deux compris que leur sentiment pour le Japon, que leur amour pour cette culture dépendait en partie de l'architecture qu'ils avaient expérimentée, ils sont rentrés en France avec les matériaux pour la recréer, mais également avec les artisans capables de la façonner. Il me semble que c'est ainsi que l'on peut expliquer pourquoi le Sukiya-zukuri, c'est-à-dire la forme architecturale inspirée par la cérémonie du thé, et peut-être l'esthétique de la culture Sensha, ont été importés en France à cette époque, même si personne n'en avait véritablement conscience. Le succès du décor japonais d'Albert Kahn, construit en 1897, fut incroyable. Ce décor inspira Albert Carré pour sa représentation théâtrale de Madame Butterfly, le célèbre opéra de Puccini. Et comme une invitation au voyage, ce décor fut également utilisé pour créer celui, c'est-à-dire le décor japonais, dans la prestigieuse ligne de chemin de fer, l'Orient Express. Je vous parlerai maintenant de ce qu'on appelle de nos jours le cinéma La Pagode. À l'origine, ce bâtiment était une salle de réception privée, construite dans le prolongement d'un hôtel particulier situé juste à côté. Cet édifice, que l'on peut nommer Folie, dans la continuité des folies architecturales du XVIIIe siècle, a été érigé par l'architecte orientaliste Alexandre Marcel en 1896, un an avant les pavillons d'Albert Kahn. Le nom de la pagode lui a été donné quelques années plus tard par les Parisiens en raison de la forme de son toit principal. Ce bâtiment est actuellement en cours de restauration sous la direction de Pierre-Antoine Gattier, architecte en chef des monuments historiques. Cette restauration devrait s'achever en 2024. Avant de donner une brève description de ce bâtiment, il me semble important de souligner qu'il n'est jamais mentionné dans l'histoire architecturale de l'Art nouveau. Sa filiation japonaise est sans doute un peu trop présente. Mais il faudrait pourtant, me semble-t-il, situer cet édifice à l'avant-garde de ce mouvement Art nouveau. Je débuterai sa description par quelque chose d'évident. Dans le japonisme architectural, ce bâtiment apparaît à l'opposé des pavillons de Midori et d'Albert Kahn. Et, deuxième remarque, évidente elle aussi, la pagode n'a rien à voir avec l'architecture traditionnelle japonaise, même si elle s'inspire de l'architecture religieuse et monumentale du Japon. Bien sûr, devant l'édifice, on sent que l'architecte s'est également inspiré de l'architecture chinoise et indienne pour cette création.
Mais le goût du Japon est largement dominant. En fait, ce bâtiment est un patchwork de représentations d'images japonaises. Le toit veut être le toit supérieur d'une pagode. Les abous des tuiles sont décorés de motifs japonais. Les kumimono, c'est-à-dire les encorbellements de bois, veulent imiter ceux d'édifices japonais. Et sur le vitrail, on peut voir une représentation de paysage autour du mont Fuji. À l'intérieur du bâtiment, l'inspiration japonaise est encore plus prégnante. Le plafond est peut-être le plus grand plafond au monde, orné d'un motif ukiyo-e, c'est ces estampes japonaises dites images du monde flottant. Il mesure environ 300 mètres carrés d'un seul tenant. Les personnages représentés sont à taille humaine. Cette peinture sur toile, ignorant le principe narratif de l'ukiyo-e, a été élaborée comme un patchwork de multiples estampes, principalement signées Hokusai, Kunisada et Kuniyoshi. Je n'en montrerai que quelques exemples pour vous faire comprendre comment ces personnages ont été travestis par le peintre français. Ici, vous pouvez voir le dieu Raijin, peint sur le plafond de la salle. Sa posture est une copie de Raijin dans la manga de Hokusai. Mais Raijin est vêtu du costume peint par Kunisada. Ici, vous pouvez voir un combat entre deux samouraïs, et ici l'estampe originale de Kunisada. Veuillez noter que les couleurs des costumes ont toutes été changées. Je m'arrête, mais ce sont environ 20 personnages, femmes, dieux, musiciens, personnes ordinaires qui composent la scène. Je disais, il y a une minute, qu'à la pagode, tout avait été fabriqué par des artisans français. Ce n'est pas tout à fait vrai. Pour les représentations en 2 dimensions, peinture essentiellement, ou encore carreaux de décor et bas-reliefs, tout est français. Les céramiques sont a priori toutes dues à Émile Muller. Mais pour les objets en 3 dimensions, c'est-à-dire les kumimono uniquement, il était impossible aux artisans français de faire une reproduction réaliste d'un animal féerique. Donc cette partie seulement fut réalisée en Asie. L'essence du bois de ces kumimono est une espèce que l'on rencontre en Corée, en Chine et au Japon. Toutefois, je pense que cette sculpture n'a pas été réalisée au Japon, mais plus probablement dans un orphelinat de Hong Kong, avec lequel Alexandre Marcel travailla quelques années plus tard, notamment pour le pavillon chinois et la tour japonaise de Laeken, dans la banlieue de Bruxelles. Je vais maintenant passer à mon 4e et dernier exemple, complètement différent des 3 autres exemples. Et celui-ci est la salle des cigognes. Cette salle est un décor réalisé par les artisans de Kyoto en 1909, installé à Londres en 1910 pour l'exposition anglo-japonaise, puis réinstallé à Lyon par Émile Guimet en 1912, où il resta exposé jusqu'en 2007. Aujourd'hui, ce décor est démonté. Il est en caisse et sa restauration devrait débuter l'année prochaine au Japon. Cet exemple est particulièrement intéressant car il a supposément été conçu comme une copie du Konoma du Nishon-ganji de Kyoto, en fait une copie du Jodan et du Jojodan du Konoma, c'est-à-dire d'une grande pièce de réception dans le temple bouddhique du Nishon-ganji. On peut donc, ce qui est extrêmement rare, comparer l'original avec sa copie. Pour faire cette comparaison, nous avons enregistré les 2 espaces avec un scanner laser, d'abord la copie à Lyon, et quelque temps plus tard, nous sommes venus à Kyoto pour scanner l'original. Et puis nous avons comparé ces 2 architectures. Plusieurs choses nous sont alors apparues. Les peintures murales du Jodan original appartiennent à l'école chinoise. Les motifs représentent des personnages historiques et des philosophes chinois. Les peintures murales de la copie sont complètement différentes. Elles appartiennent à l'école japonaise, ce qui signifie qu'elles sont des représentations naturalistes et finalement d'une saison particulière.
Les motifs reproduits ici sont en réalité la copie de la salle des chrysanthèmes, une salle plus petite située juste à côté du Konoma. Ce choix peut être interprété assez facilement. En 1910, il permettait aux exposants de Londres de faire ressortir leur identité japonaise pour ne pas être assimilés à la Chine par le biais des peintures chinoises. La deuxième remarque concerne le changement d'échelle. Si la hauteur de la pièce est presque la même dans l'original et dans la copie, la longueur de celle-ci est très différente. Or, ce changement produit une spatialité très différente elle aussi. La troisième observation concerne les détails des sculptures et des peintures. Si nous comparons les différents tableaux sculptés des cigognes de ces deux modèles, nous pouvons voir que l'artiste qui a réalisé la copie n'a pas respecté les modèles et ne l'a peut-être pas compris. Il ne s'est absolument pas soucié de la dimension narrative des tableaux du modèle original. La scène complète représente la vie des cigognes, de leur accouplement jusqu'à la naissance d'un cigogneau. La copie reproduit les positions de l'oiseau, mais ignore la séquence narrative qui va du printemps au début de l'hiver. Et on retrouve le même genre d'attitude dans tout le décor. Les motifs de plafond ne sont que 2 dans le décor de 1910 et ils sont disposés symétriquement, au lieu d'être 5 dans l'original et disposés dans un désordre organisé, ce qui par une sorte de trompe-l'œil les fait apparaître comme des motifs uniques. Je n'irai pas plus loin sur les différences entre l'original et la copie aujourd'hui, mais j'ajouterai une observation basée sur des rapports écrits et des journaux de l'époque. Si les Européens ont pris ce décor pour une copie fidèle du Konoma, ce n'était pas l'objectif des Japonais qui l'ont conçu. Cette idée est venue plus tard, après l'exposition de Londres. Aussi, ce décor, exactement comme le Oden qui fut bâti pour l'exposition de Chicago en 1893, la célèbre copie du Byodo-in du Hododo, eh bien, ce décor a eu une influence très importante sur la perception européenne de l'espace japonais et de ses décorations. Je conclurai par cette remarque. Un tel décor, relativement grand, près de 75 mètres carrés, comme celui-ci, a eu un effet déclencheur sur Claude Monet. Ce n'est qu'en 1914 que Monet débute, sous la pression de Georges Clemenceau, sa série de Nymphéas qui fut installée au musée de l'Orangerie à Paris. Monet a-t-il vu la salle des cigognes? Se souvenait-il de la description qu'en avait donnée Gaston Migeon dans son livre? Monet voulait-il rivaliser avec les grands maîtres de la peinture japonaise? Peut-on dire que sa série des Nymphéas est un concept japonais? Cela ne fait aucun doute. Ce type de peinture montre pour la première fois en Europe la nature, grandeur nature. Je suppose qu'avec tout ce que je viens de vous dire, vous aurez tous compris l'importance de l'archéologie dans l'interprétation du japonisme architectural, mais aussi l'importance du japonisme dans l'architecture. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jean-Sébastien Cluzel, je suis architecte. Change de groupe. Voilà, donc ça c'était une brève présentation. Donc maintenant, si vous voulez, je peux prendre vos questions. Alors, je ne peux pas vous faire passer le micro parce que c'est interdit. Moi, j'ai le droit de parler sans masque, mais je suis le seul qui a le droit de parler sans masque. Et je peux me prendre vos questions si vous avez des questions. Oui. Vous avez parlé d'un plafond, le plafond de la pagode, et vous
vous avez évoqué un monde flottant. Oui, alors ce qu'on appelle l'ukiyo-e, c'est-à-dire les estampes japonaises, toutes les estampes de coussins, les coussins, etc., font partie d'une école, un peu comme on a un mouvement, qu'on appelle le monde flottant. Donc la traduction de ukiyo-e, c'est image du monde flottant. Voilà, donc les peintures qu'on a sur le plafond de la pagode, en fait, sont des imitations de ces estampes et des estampes de ce mouvement. Et la signification pour les Japonais de ce concept? Alors, c'est de représenter en fait le monde flottant, c'est aujourd'hui, maintenant, ce qui est en train de se passer. Hein, c'est de représenter le monde tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, c'est cette idée. Alors, la traduction littérale qui est très poétique, en fait, c'est comme une peinture, je veux dire, d'actualité, finalement, une représentation d'actualité. Ce n'est pas une peinture atmosphérique ou Non, ce sont des choses de tous les jours, des scènes de tous les jours. C'est représenter des choses habituelles de la vie courante. Voilà. C'est dehors, il pleut dehors ou c'est au-dessus. Je suis, vous avez vu que le film a dû être enregistré un jour où il pleut, mais le film s'est arrêté. Non, c'est le Oui. Le premier pavillon, les peintures, c'est des artistes japonais qui travaillent dessus. Non, c'est un peintre français. D'accord. Qui est Jacques Galin, je me souviens, mais c'est pas, en fait, on n'est pas vraiment sûr. C'est-à-dire que pour le moment, on commence la restauration, on n'a pas de signature sur cette peinture, et les seuls témoignages qu'on a et la seule identification de ce peintre se fait à partir de journaux de l'époque. Donc dans les journaux, il y a le peintre qui a fait ceci, Jacques Galin. Mais alors on a des journaux qui ne sont pas forcément concordants, et les journalistes ont tendance à se mélanger entre le peintre, celui qui a fait le grand vitrail, etc. On n'est pas complètement sûr, et les seules indications qu'on a, c'est en fait Alexandre Marcel est quelqu'un qui travaillait systématiquement avec les mêmes, et donc on reprend les informations qu'on a par rapport au pavillon chinois et à la pagode de Bruxelles. Par rapport au pavillon vu précédemment, ceux de la bâtiment d'Albert Kahn, le premier pavillon. Géant Josas. Ah, les portes avec les décors d'oiseaux et de. Voilà. Alors ça, ce sont des choses qui sont importées du Japon. Vous avez présenté 4 exemples du pavillon, la pagode, etc. Quelles sont les autres constructions d'inspiration japonaise? Y a-t-il en France, en province, dans d'autres régions? Il y en a très peu en réalité qui ont survécu. Par exemple, Woodcraft, quand il a rapporté ce pavillon de Midori, en réalité ce sont 2 pavillons qui ont été rapportés, un par la duchesse de Passigny, donc, qui a été installé à Cannes, et dont on a quasiment rien. On a juste une photographie, et le pavillon est caché derrière une roseraie, donc on voit à peine un bout de toiture. Donc il y en a eu d'autres, bien sûr, pendant les expositions universelles. Et après, il y en a un à Chantilly, qui est dans un hôpital dont le nom m'échappe, mais qui est laissé complètement à l'abandon, qu'on vient de retrouver. C'est-à-dire parce que les gens qui s'occupaient de ça, en fait, ça a été, il y a des périodes pendant lesquelles ça a été oublié, donc le pavillon a été recouvert de grandes planches en contreplaqué pour servir de cabane à ranger les bûches. Et donc même ce jardin a été abandonné, donc aujourd'hui c'est une espèce de forêt vierge quasiment impénétrable. Et donc il y a quelques exemples comme ça, mais en tout c'est une dizaine de pavillons en France qu'on a eu, mais il en reste très peu, et les plus célèbres sont ceux d'Albert Kahn et du Kraft, parce qu'ils ont duré longtemps, et donc il y a eu beaucoup de réceptions intérieures. Mais dès qu'on sort, c'est-à-dire qu'à côté d'Albert Kahn, il y avait un pavillon, Royauchi avait un pavillon, donc, qui était aussi un pavillon japonais. Alors il y a eu des grands pavillons, des petits, il y a des choses qui sont vraiment toutes petites, où c'est uniquement un tout petit abri de jardin, ou un pont, etc., qui ont été fabriqués par des artisans japonais, mais on a comme ça une dizaine de constructions en France. On en a eu beaucoup, on en a eu à Chauzel aussi,
donc sur les îles Chausey, parce qu'on avait un fan du Japon à Chausey. Il y en a eu aussi en Angleterre, mais là c'était davantage lié aux expositions universelles. Donc, et on a en Autriche. En Autriche, on commence à essayer de les retrouver, parce qu'il y a eu un village japonais qui avait été installé pendant l'exposition universelle je ne me souviens plus de la date, et, donc dans les années 1800 quelque chose. Voilà. Mais, quelle est l'influence dans l'architecture de cette époque? Est-ce qu'il y a eu une influence importante de l'architecture japonaise sur ce qu'on a construit en France? Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y en a eu en Angleterre, il y en a davantage en Angleterre aux États-Unis qui sont visibles. Mais par exemple, un des exemples très connus, des architectes très connus qui sont les frères Grimm aux États-Unis, ont construit sur le modèle japonais. Alors eux se sont servis de manière assez étonnante. En fait, ils se sont davantage inspirés de l'architecture monumentale. Donc on va retrouver ces encorbellements, des poteaux, tout un tas de choses. Frank Lloyd Wright s'est énormément inspiré de l'architecture japonaise, etc. Alors en France, en France et en Belgique, on a des architectes du mouvement Art Nouveau qui eux aussi s'inspirent de cette architecture japonaise, mais c'est plus dissimulé, et même dans plus dissimulé. C'est moins évident que chez les Américains, qui reprennent vraiment les formes. Chez les Français, on a par exemple le nom m'échappe, mais on a un architecte très connu qui à Paris en fait va reprendre des motifs, donc des motifs floraux qu'il va installer sur ses façades. Il y a un immeuble comme ça à Paris, je vais vous donner le nom si je le retrouve. Alors, il n'est pas à la fin, mais au début. Voilà, je vais donner les lettres. Les Perret. Ah Voilà. oui, ah oui. Donc, les frères Perret ont construit un immeuble qui est situé au 25 bis rue Franklin à Paris, où les façades sont entièrement décorées de bambou, donc avec des reliefs de bambou comme ça, et tout ça c'est inspiré bien sûr alors c'est de la peinture. En France c'était un peu plus subtil, c'était pas une reprise directe de la structure et de la tendance, mais c'était beaucoup de motifs. Mais même C'est plus décoratif. C'est plus des éléments décoratifs. C'est beaucoup plus décoratif en France que dans les pays anglo-saxons. Mais même Viollet-le-Duc a été influencé par l'architecture japonaise. On avait une conférence ce matin, il y a un des conférenciers japonais qui a montré qu'en fait, dans tous ses écrits, Viollet-le-Duc a essayé de présenter cette architecture japonaise. Il s'est notamment beaucoup intéressé à la manga de Kusai. Il a repris, lui, par exemple, l'histoire d'un dessinateur qui publie des dessins japonais qui copient de Kusai pour montrer ce pays qui est fantastique au niveau du dessin, mais également dans sa structure. C'est-à-dire qu'il s'est intéressé aux structures asiatiques qui sont en fait des constructions en ligne, c'est-à-dire des bois qui filent et qui se croisent toujours à angle droit, pour finalement montrer que ce type de structure peut être aussi adapté dans l'architecture occidentale, et finalement il reproduit un petit peu ce même schéma, notamment dans les structures qu'il imagine en métal. Donc il reprend des principes, d'Extrême-Orient, il se sert des analyses de l'architecture extrême-orientale pour concevoir sa propre architecture à structure métallique. Donc c'est quand même assez tôt, parce que c'est dans les années 1880, donc c'est quelque chose de très tôt dans les relations France-Japon. Cette influence est présente finalement très longtemps. Je me demandais, pour les pavillons d'Albert Kahn et pour celui de Midori, est-ce qu'on a des
trace écrite de comment ils étaient employés, comment ils étaient vécus par les personnes qui Alors, y avaient accès? Alors pour Midori, on a beaucoup de photos, on a quelques archives, mais il y avait un livre d'or. Donc on sait que les gens se déguisaient, c'est ce que je montrais, qu'il y avait des cérémonies du thé, comme ce qui s'est passé là, mais c'était un lieu en fait qui permettait au cercle japonisant de l'époque de se retrouver, et c'était a priori juste un lieu de réception pour la journée, parce que la maison du craft qui est à côté est en réalité une petite maison. C'est pas la propriété était très grande, et sa maison ne permettait pas de recevoir et d'héberger beaucoup de gens. Donc on sait que c'était un pavillon qui servait l'après-midi, ou à observer les collections de plantes, de bonsaï, etc. Mais c'est quasiment tout. Pour Albert Kahn, on n'a aucun écrit. Donc on a finalement très peu d'informations, pas beaucoup de photographies. C'est-à-dire qu'on a, alors pour Albert Kahn, les photographies qu'on a qui sont parlantes sur l'utilisation sont des photographies comme celles que j'ai montrées qui sont en couleur, où il se servait des pavillons pour aligner en fait ses collections de chrysanthèmes ou de petits arbustes. Donc il s'en servait apparemment beaucoup. Enfin, le moment où ça a été photographié, c'était comme ça. Et c'est pour ça que j'ai montré une photographie où on voit que l'intérieur était meublé. Et donc ça veut dire que ça ne servait pas qu'à l'exposition. Et les autres choses qu'on a découvertes en démontant les pavillons, vous avez vu, qui ont été complètement démontés puis remontés, en fait on s'est aperçu que ces pavillons avaient été conçus en 2 fois. Une première fois, donc on implante les maisons, et on va venir, Albert Kahn est venu rajouter une dizaine d'années plus tard des fonctions annexes, comme par exemple des toilettes. Donc derrière le pavillon, il vient greffer des toilettes. Donc il a racheté des toilettes japonaises au Japon, qu'il a fait venir, et qu'il a greffé sur le pavillon qui existait déjà. Et de la même manière, sur l'autre pavillon, il est venu, il y avait une partie qui représentait l'entrée, qu'il a scindée en 3 à la japonaise, et dedans il a mis une cuisine japonaise. Donc s'il fait tout ça, je ne pense pas que ce soit dans un souci uniquement d'ethnologie, mais c'est parce que sans doute il voulait recevoir ses amis japonais comme lui avait été reçu, et que le pavillon soit employé un petit peu de la même manière. Parce qu'on dit toujours, alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit, on dit toujours, voilà, ce sont les maisons japonaises. Non, ce ne sont pas des maisons japonaises, ce sont comme si c'était des parties de maisons japonaises. On ne prend que le salon finalement, que les pièces de réception, et pour la maison, il faudrait qu'il y ait une chambre, il faudrait qu'il y ait une salle d'eau, etc., etc. Donc davantage dans l'esprit du craft. Mais là, ce sont véritablement que des pièces de réception. Et ça montre que finalement, lui, ce qu'il connaît ou ce qu'il veut recréer, c'est uniquement cette réception-là et l'observation du jardin. Donc là, les fenêtres que vous voyez, elles sont véritablement situées, je dirais, à la japonaise, pour que, une fois, quand on est assis, donc assis en tailleur dans ces maisons, on puisse continuer à voir le jardin. Donc il y a vraiment un souci comme ça d'espèce d'utilité de ces pièces, qui est, il y a eu beaucoup d'attention pour ça, et il y a aussi, quand vous traversez ce jardin, une espèce d'organisation pensée dans le jardin. Vous avez un premier portique, et puis ensuite une maison, et ensuite une deuxième maison, et ensuite un deuxième portique. Et il y a une progression, c'est-à-dire qu'on entre, c'est comme si vous veniez de la rue, donc vous avez une porte qui est assez formelle, et puis dans cette maison, ce que vous voyez qu'il y a une espèce de paravent, de balustrade qui sépare une partie de la maison avec l'autre. Cette partie, c'est comme si c'était une entrée, on entrait dans une maison depuis la rue, depuis quelque chose d'assez formel. Et puis vous allez rentrer dans la maison, et là vous allez ressortir dans le jardin, mais là donc il faut vous déchausser, changer de vous allez déchausser ici, là vous devez récupérer d'autres chaussures et vous continuez. Et dans l'architecture japonaise, il y a très souvent cette progression, c'est-à-dire une architecture formelle vers une architecture beaucoup plus, j'allais dire, traditionnelle, voire campagnarde un petit peu, qui fait tout un cheminement. Et bien dans son jardin, c'est exactement la même chose. Vous passez, la première maison est très formelle, et puis la deuxième, avec son toit de chaume, est beaucoup moins. Donc il y a ce même esprit de paysage et de progression dans le paysage, c'est-à-dire on s'éloigne de la ville, et c'est souvent un esprit qui est repris dans l'organisation des jardins de thé, où vous devez finalement vous libérer du monde urbain pour rentrer dans un monde beaucoup plus naturel. Et donc là, on retrouve ce esprit. Donc, pour qu'il y ait tout ça, il y a forcément une utilisation, je vais dire, similaire à celle qu'on a au Japon. D'accord. Oui, parce que le corollaire de ma question, c'était l'architecture, elle est pensée pour un certain mode de vie, elle est adaptée au mode de vie japonais.
quand on est européen, qu'on découvre ça, il faut soi-même s'adapter à l'architecture si on veut la vivre pleinement. Et je me demandais si ça avait été justement respecté, cette utilisation, ou si il y avait eu des adaptations. Vous parliez de toilettes tout à l'heure, par exemple. Alors, ces toilettes, elles sont japonaises. Ah oui, Donc, d'accord. oui, non, tout est, là, ce que vous apercevez en fait ici derrière, donc c'est cette partie-là qui a été modifiée pour installer une cuisine. Et ce que vous apercevez ici, eh bien en fait, c'est la porte est ouverte et on voit une petite cuisine. Et donc c'est un four traditionnel japonais. Et alors quand on a fait la restauration, on a trouvé, bien sûr, on a identifié ce four, mais il y a sur le four un couvercle et on voit que ce couvercle a été très utilisé, c'est-à-dire il ne fait plus que 10 cm, c'est une pièce en bois, c'est comme un bouchon en bois, il ne fait plus que 10 cm. On l'a remplacé par un couvercle neuf, parce que l'autre est vieux, donc c'est la pièce qu'on a remplacée, et un couvercle, ça fait à peu près 40 cm de haut, un bouchon. Donc peut-être, on ne peut pas savoir s'il a acheté, lui, le couvercle déjà utilisé ou nouveau, mais a priori, c'est quelque chose qui a été utilisé à l'Américain. J'avais encore une petite question par rapport aux diverses bois ou diverses pièces de bois qui sont utilisées. Vous avez mentionné diverses choses là-dessus, mais ce que vous n'avez pas mentionné, c'est, et qu'on remarque toujours, c'est que de temps en temps, il y a une pièce totalement biscornue, très tortillante, qui... Voilà. Alors ça, ce sont les pièces qui sont autour des alcôves. C'est-à-dire que dans ces pièces de réception, j'ai montré pour Midori, on a une alcôve et on a 4 pièces de bois en fait, qui font ce cadre de l'alcôve. En général, et très souvent, ces 4 pièces de bois sont une à 2 essences et sont toujours des tailles différentes. C'est-à-dire la coupe est différente. On va avoir un bois qui est laissé naturel avec son écorce, et puis la même essence, mais un bois qui est coupé à section rectangulaire. Et ce qui va compter, en fait, c'est toute cette diversité. Donc les bois qui tortillent comme ça sont placés soit entre cette alcôve qu'on appelle le tokonoma et le tokowaki. En général, c'est ce poteau-là c'est ce qu'on appelle le tokobashira. Et c'est ce poteau-là qui est véritablement symbolique pour la cérémonie. Ces alcôves, elles servent à faire des mini-expositions, hein, et finalement, elles permettent, par l'objet qu'on va exposer, de créer une ambiance. Donc, dans la cérémonie, vous voulez, c'est des exemples un peu bateaux, je vais vous donner, mais par exemple, c'est l'été, il fait 40 degrés, eh bien, on va mettre une peinture qui représente l'hiver. Comme ça, vous aurez l'impression d'avoir un peu moins chaud. Voilà. Donc, ça peut être. Mais l'idée, c'est ça. Et l'idée, c'est surtout, c'est dans la cérémonie, on va créer un décor spécifique à l'atmosphère que l'on veut créer dans cette cérémonie. Donc, ces alcôves, elles servent à ça. Donc, les décors ne sont jamais permanents. Donc, on les change. Et par contre, ces poteaux font partie du décor, c'est le mur qui va symboliser, en fait, aussi l'habileté du charpentier. C'est-à-dire que quand vous aurez, si vous regardez bien, vous avez un poteau complètement biscornu, et puis un autre qui va être bien taillé, bien rectiligne, mais l'emboîtement va être parfait. L'adaptation sera réalisée de manière incroyable. Et ça montre, donc il y a un côté symbolique, bien sûr, là-dessus, mais ça montre aussi la technique du charpentier, c'est-à-dire de mettre énormément de savoir-faire dans cette pièce, enfin dans ce décor-là, dans cette partie-là en particulier. Je ne sais pas si on a le temps. Si on a le temps, oui, bien sûr. Très rapidement, juste, est-ce que vous avez participé au remontage des pavillons Alberca? Oui, alors moi je m'occupe, en fait je me suis occupé du remontage, c'est-à-dire l'architecte, c'est ma femme. Donc moi je pouvais pas, enfin moi j'ai candidaté, c'est-à-dire on a répondu ensemble, c'est un appel d'offres, mais c'est un projet sur lequel j'ai travaillé depuis 2005. C'est-à-dire en 2005, le directeur de l'EFEO de l'époque m'avait dit, moi j'étais au Japon, et il m'a dit il faut absolument que tu ailles voir ces pavillons, on n'a pas d'identification des pavillons, est-ce qu'on les rase, est-ce que c'est la question qui est en train de se poser au département. Donc je suis allé voir, on a fait une première expertise, on a dit oui, il faut absolument restaurer ce pavillon, il n'y en a plus d'école Saint-Japon, etc. Et on a mis 10 ans en fait pour monter un vrai projet de restauration, parce qu'il faut réunir un budget à peu près
Sur les pavillons, c'est 1,2 million, c'était 1,2 million pour les pavillons. Mais il fallait aussi réunir les artisans japonais capables de faire ça, mettre toute l'équipe en place. Après, il y a eu un appel d'offres, on a répondu en tant que restaurateur. Et une des exigences, c'était bien sûr d'être associé à un archéologue spécialiste, donc ça c'était un rôle. Et après, on fait toute la campagne archéologique. C'était une campagne financée par le Sorbonne. Il y avait donc de la formation aussi d'étudiants. C'était une campagne de recherche essentiellement financée par le Sorbonne pour suivre tout le démontage et pouvoir faire le récit, parce qu'il n'y a aucune source écrite. Donc le but du conseil départemental, du département de Haute-Seine, c'était qu'on puisse leur donner une histoire et leur dire ce que c'était que cette événement. Donc ils ont investi également et ils ont participé également à la restauration au financement de cette étude. C'est pour ça qu'il y a tous ces logos, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Donc on a commencé la restauration 10 ans après, et la restauration a pris 2 ans. Et voilà, c'est le projet qui continue, et là on vient de finir la restauration du pavillon T, donc il y a un autre bâtiment qui est à côté, mais à chaque fois c'est très long parce qu'il faut déjà montrer aux politiques qu'il y a un intérêt patrimonial, et ensuite il faut que ces politiques réussissent à convaincre d'autres politiques qu'il faut vraiment investir là-dessus, et donc tout ça c'est voilà. Merci. Merci. Merci.